100% placement. Guillaume Sommerer. Comme chaque jour à cette heure-ci, on répond à vos questions sur votre argent. On essaie vraiment de vous apporter les solutions les plus concrètes possibles. Et chaque jour, vous nous envoyez de plus en plus de questions sur notre site bfmbusiness.com. N'hésitez pas à continuer avec aujourd'hui les réponses de Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. Vous êtes prêt, Frédéric ? Je suis prêt. Il y a plein de questions aujourd'hui. Ouais. Attention, faut se retrousser les manches, on le fait ensemble. Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef au magazine Le Particulier, bien sûr. Allez, première question de Frédéric à propos d'assurance vie. Mon contrat Eparmil AGPM à 9 ans, n'est-il pas judicieux de le clôturer pour en ouvrir un autre ? Frédéric, je me pose la question de savoir pourquoi vous vous posez cette question, justement. C'est quand même assez paradoxal parce que Eparmil, ça fait partie sans doute des meilleurs contrats de cette année. Le rendement du fonds en euros est de 3,41%. Je suis allé regarder qui avait fait mieux. En fait, il n'y a pas grand monde qui a fait mieux. Il y a le compte affaires qui a fait 3,45, un Guépard Sélection qui a fait pareil, 3,45. Entrée d'épargne Cara qui a fait 3,75, un REP Multisupport 3,50. Aujourd'hui, la moyenne des contrats est plutôt à 2,8%. Donc on est quand même quasiment à 0,6 à 0,8 points de plus que la moyenne. Donc non, Eparmil, c'est un bon contrat. Alors, le seul inconvénient d'Eparmil, c'est que c'est un contrat en euros. Donc aujourd'hui, si notre auditeur a envie de diversifier vers d'autres fonds, il ne peut pas le faire. Donc c'est peut-être éventuellement la seule raison qui ferait qu'on peut lui donner, on peut le conseiller de changer. Mais parce qu'on peut en effet trouver meilleur rendement en dehors des fonds en euros. Si la conjoncture est bonne, si les marchés boursiers vont bien, oui, vous pouvez aller sur des fonds en unité de compte, investir sur les marchés boursiers, et là vous ferez mieux. Là, je crois que la moyenne en 2012 des unités de compte est d'environ 12%. Donc effectivement, on est beaucoup mieux. C'est plus risqué. Mais c'est plus risqué, parce que si jamais la bourse se retourne, là c'est plutôt des pertes que vous allez subir. Alors que dans le cadre d'un fonds en euros, de toute façon, vous avez un rendement qui est garanti. Donc l'épargne ne peut jamais baisser. Donc c'est éventuellement le seul cas où on pourrait éventuellement envisager peut-être pas une sortie définitive d'ailleurs d'Eparmil parce que c'est un bon contrat, mais éventuellement, Frédéric, s'il a envie de diversifier, il peut ouvrir un autre contrat, il retire un peu d'argent de ce contrat-là. Il peut rester d'ailleurs chez AGPM parce qu'ils font ils ont des bons contrats, ou alors aller chercher sur Internet des contrats sans frais d'entrée, pour éviter justement ce type de frottement. Oui, c'est vrai que les contrats d'assurance vie sur Internet, de plus en plus de conseillers nous les proposent. Mais oui, et puis c'est sans frais d'entrée. Oui, parce que il y a des bons contrats derrière. À chaque fois, c'est des assureurs. C'est jamais des vendeurs à la sauvette. Vous avez vraiment des assureurs qui vous proposent des contrats. Donc non. Diversifions, pourquoi pas. Mais surtout, Frédéric, ne fermez pas ce contrat. C'est un bon contrat. Allez, une autre question de Sophie qui nous écrit de hier dans le sud-est de la France. Elle pose une question assez récurrente. Sophie vient de vendre un studio. Elle se demande si elle doit rembourser tout le crédit ou continuer de payer les mensualités. Le crédit actuellement de Sophie, elle nous le précise, c'est 14 000 euros sur 12 mois. Et ses mensualités, 140 euros par mois. En fait, la réponse, elle n'est pas noire ou blanche. C'est pas binaire. En fait, il faut regarder. D'abord, ça dépend de son profil d'emprunteur. Est-ce qu'il y a des pénalités de remboursement anticipé sur ce fameux crédit ? Est-ce que le crédit a été souscrit pour réaliser un investissement locatif ou pas ? Est-ce que parce que dans ce cas-là, les intérêts sont déductibles, donc c'est peut-être pas formidablement intéressant de rembourser par anticipation parce qu'elle va perdre un peu de charge à déduire de ses loyers. Donc ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Autre question qu'elle doit se poser, est-ce que le crédit en cause a été souscrit pour sa résidence principale à l'époque où ça ouvrait droit à la réduction d'impôt ? Si c'est le cas, elle va le rembourser par anticipation, mais elle va perdre le crédit d'impôt. Donc tout ça, c'est des calculs à faire. En fait, la bonne solution, peut-être, c'est finalement de placer l'argent de son studio sur un produit sans risque, si elle veut pas prendre de risque, mais ça sur un livret A, elle obtiendra 1,75, elle complète avec un Codévi, un LEP, elle obtiendra la même somme. Et en contrepartie, si jamais elle a un accident, elle devient invalide, elle décède, etc., ses héritiers bénéficieront de remboursement intégral de son prêt sans qu'elle ait jamais rien à faire. Donc c'est une garantie qui est plutôt intéressante à regarder. Donc non, en fait on ne lui conseille pas de rembourser par anticipation. Voilà, pourquoi pas garder votre crédit, Sophie. Une question de Michel qui nous écrit de Tours. Michel s'étonne de certains frais de gestion sur des produits financiers. Il diminue, certains frais de gestion en tout cas diminuent le nombre de parts au lieu de s'imputer sur le produit lui-même. Il vous demande si c'est réglementaire. Alors c'est la pratique. C'est vrai que ça peut avoir un impact sur le rendement et sur les prélèvements sociaux. Forcément, ça a un impact.
Mais c'est la pratique. Mais la pratique uniquement dans les contrats en unité de compte. Donc c'est-à-dire les contrats qui sont investis en partie sur les valeurs boursières. C'est vrai que là, du coup, les frais de gestion viennent en fait se prélever sur le nombre de parts d'unité de compte que vous détenez. Bon, prenons un exemple, vous avez 100 000 euros dans votre contrat d'assurance vie, avec des frais sur versement sans frais de versement, pardon, oui. et avec 0,9% de frais de gestion. C'est pour avoir un ordre d'idée. Donc vous avez, par hypothèse, 1000 parts d'une valeur de 100 euros. Donc votre contrat va vous afficher un rendement annuel de 5%. La deuxième année, votre part, elle vaudra 105. Donc jusque-là, à peu près, on comprend. Mais en fait, vous n'aurez plus que 991 parts. Parce qu'on aura prélevé les frais de gestion sur le nombre de parts. Donc la valorisation est bien là, mais on a diminué votre nombre de parts. Bon, c'est en fait la pratique qui est totalement différente dans les contrats en euros. Dans les contrats en euros, on ne vient pas diminuer votre actif, vos nombres de parts, parce qu'en fait, vous n'avez pas de parts, vous n'avez qu'un fonds en euros. Donc là, on va venir prélever sur l'actif investi pour les frais de gestion. Mais effectivement, à chaque fois, ça va avoir un impact sur les prélèvements sociaux parce que on vient diminuer le montant de votre actif. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de gestion, c'est quand même le point qu'il faut surveiller de plus près. Oui. Parce que, bien plus que les frais d'entrée, c'est des frais qui vont être prélevés chaque année pendant 8, 10, 12, 14, 20 ans, en tant que vous gardez votre contrat d'assurance vie. Donc c'est surtout eux qui vont venir impacter votre rendement, plus que les frais d'entrée. Donc soyez attentifs à vos frais de gestion et privilégiez éventuellement les assureurs qui sont les plus sages. Oui, les assureurs sont obligés de nous tenir au courant eux-mêmes des frais de gestion ou il faut aller demander l'information? Non, c'est une obligation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous donne des rendements, aussi bien sur les fonds en euros que sur les unités de compte, c'est toujours des rendements qui sont nets de frais de gestion. Okay. Voilà. Mais les frais de gestion sont dans la notice explicative. Vous avez tout ça dans la notice d'information. Frédéric, vous restez avec nous. On va répondre à d'autres questions de nos téléspectateurs dans un instant. Ce sera juste après l'essentiel de l'info sur BFM Business avec Mathieu Moulin. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils manifestent ensemble pour la première fois depuis bien longtemps. La CGT et Force ouvrière dans la rue cet après-midi avec le soutien du Front de gauche. En ligne de mire, l'accord sur l'emploi signé par les partenaires sociaux le mois dernier. Des préavis de grève ont été déposés dans toutes les branches professionnelles. Pour l'instant, dans les gares et les aéroports, le trafic est quasi normal. Le début des travaux sur la formation professionnelle. Le gouvernement veut qu'au moins la moitié des chômeurs débutent une formation dans les 2 mois qui suivent la perte de leur emploi. Un projet de loi, promet le gouvernement, sera présenté dès cette année. Jean-Noël Guérini, le sénateur PS des Bouches-du-Rhône, mis en examen pour détournement de fonds publics, accusé de licenciement abusif, en l'occurrence d'une démission masquée d'un membre de son cabinet pour lui permettre de toucher sa prime de licenciement. Le suicide d'un cadre de France Télécom, cadre visé par une enquête interne et mise à pied par sa direction. Il s'est immolé hier matin, chez lui à Pau. Et puis la disparition d'un grand nom du théâtre français, Jérôme Savary, est mort hier soir d'un cancer. Il avait 70 ans. Merci Mathieu. Prochain point sur l'essentiel de l'info, ce sera dans 10 grosses minutes. À tout à l'heure. On sera avec vous en direct, bien sûr. Un mot aussi des marchés financiers. CAC 40 en belle hausse, plus 1,4%, toujours 3761 points. Un indicateur à suivre. Cet après-midi, c'est aux États-Unis. L'indice ISM des services, toujours très suivi. Il sera publié à 16h. Intégral Placement, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et en attendant, on continue de vous répondre. Envoyez-nous vos questions sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com. Pour vous répondre aujourd'hui, Frédéric Durand-Bazin. On a une question de Pascal. Il vous interroge sur le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal vient d'être publié. À quoi sert-il ? Alors, petit rappel, le taux de l'intérêt légal qui vient d'être publié, effectivement, s'élève cette année, enfin pour 2013, à 0,04%. C'est-à-dire quasiment zéro. Donc c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est éventuellement une bonne nouvelle ou peut-être une mauvaise nouvelle. Ça dépend qui vous êtes. Peut-être un mauvais signe aussi. Peut-être un mauvais signe aussi. Alors si vous êtes héritier et que vous demandez au fisc le paiement fractionné ou différé des droits de succession, on va vous appliquer ce fameux taux de l'intérêt légal. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez quasiment obtenir du crédit gratuit auprès du Trésor pour payer vos impôts. Donc là, youpi, effectivement. Si vous êtes créancier, c'est plutôt une moins bonne nouvelle parce que le taux d'intérêt légal, ça sert aussi à appliquer les pénalités qui sont dues en cas de retard de paiement. Donc créancier, donc ça va être, en fait, c'est vous qui allez prêter gratuitement à vos clients. Donc là, pas youpi. Pas youpi. Alors peut-être youpi à nouveau si vous avez emprunté une somme d'argent à votre banque
et qu'elle s'est trompée et qu'elle vous a communiqué un taux effectif global, c'est le fameux TEG, erroné. Si c'est le cas, la sanction est terrible pour elle. Elle est déchue de ses droits d'intérêt et ses droits d'intérêt vont être remplacés par le taux d'intérêt légal. Voilà. Donc là, c'est youpi pour vous, mais pas youpi pour la banque. Ouais, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Toujours. En matière d'argent, c'est comme ça. D'accord. Voilà, le taux de l'intérêt légal, dont le taux vient d'être publié donc il y a quelques jours. Question de Caroline. Caroline vient d'emménager dans une maison. Pour autant, elle n'arrive pas encore à vendre son ancien logement et elle se demande s'il y a un délai maximum, délai au-delà duquel l'ancien logement ne sera plus considéré comme sa résidence principale. Alors, cette question, elle a un intérêt parce qu'effectivement, on le sait. Bon, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Quand vous vendez votre résidence principale et que vous réalisez une plus-value, vous êtes exonéré. Oui. Tant que c'est considéré comme une résidence principale. Voilà, encore faut-il que ça soit considéré comme sa résidence principale. Alors, est-ce que quand vous avez vendu votre maison, vous cherchez à vendre votre maison et que vous avez déménagé, ça fait plus d'un an ou plus d'un an et demi ou 2 ans que vous avez mis la maison en vente, est-ce que c'est encore votre résidence principale? En fait, non, c'est plus votre résidence principale en termes d'usage. Puisqu'on a déménagé. Puisque vous avez déménagé. Mais quand même, le fisc, dans sa grande mansuétude, c'est la saison des cadeaux. Considère que, en fait, il n'y a pas vraiment de délai applicable entre le moment où vous déménagez et le moment où vous réussissez à vendre. Alors, effectivement, il y a quelques années, l'administration avait dit que, arbitrairement, c'était 1 an. Si vous n'avez pas vendu votre logement dans l'année qui suivait votre déménagement, c'était plus votre résidence principale. Et donc, au moment où la vente se faisait, c'était taxé comme n'importe quelle cession. Christine Lagarde, en 2009, elle a dit non, mais finalement, c'est pas 1 an, on va dire c'est 2 ans. Parce que le marché de l'immobilier commençait déjà un peu à se contracter. Mais finalement, ce dispositif n'a pas été reconduit expressément. Et puis là, il y a une réponse ministérielle qui s'appelle réponse ministérielle à Marie-Louise Faure, qui date du 29 janvier 2013, qui a dit en fait non, finalement il n'y a pas vraiment de délai. D'accord. Ce qu'on va regarder, c'est votre empressement à vendre. Est-ce que vous vendez vraiment? Est-ce que vous l'avez mis en agence? Est-ce que vous l'avez mis à un prix qui correspond au prix du marché? Est-ce que vous avez fait toutes les démarches nécessaires pour le vendre? Est-ce que vous avez posé des petites annonces? Est-ce que vous avez fait la publicité suffisante autour? Donc ça veut dire que si vous ne le vendez pas, c'est plus de votre faute, c'est parce que les acquéreurs sont de moins en moins nombreux et on ne va pas vous pénaliser pour ça. Donc tant que vous êtes dans ces critères-là, eh bien oui, vous serez exonéré de plus-value. Donc il faut en avoir les justificatifs, qu'on a bien mis en agence, voilà, qu'on essaie de vendre. Vous montrez votre mandat de vente, vous montrez surtout que vous avez fait toute diligence, comme on dit, pour vendre votre bien. Oui, mais ça veut dire aussi que l'État, quelque part, impose un prix de vente, puisqu'il ne faut pas vendre à un prix trop excessif. Non, il faut juste vendre au prix du marché. Oui, parce que il impose le prix du marché. Enfin, oui. Ne jouons pas sur les mots. Il impose un prix du marché. Arrive à vendre au-dessus du prix du marché. Oui, non mais quand vous êtes à 10% au-dessus du prix du marché, c'est très bien aussi. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que si le prix du marché, par exemple, c'est 200 000 € pour votre bien et que vous le mettez à 300 000, bien sûr, vous êtes totalement en dehors des clous et vous n'aurez aucune chance de vendre votre bien. Donc si vous le mettez en vente, c'est certainement pas pour le vendre, donc, pour le coup. Donc c'est juste pour contourner la loi. Donc à un moment donné, le fisc est là pour vous remettre dans les clous. Allez, une question d'Aurélien qui nous écrit... Oui, je cherchais un petit peu le petit bête, c'est vrai. Une question d'Aurélien qui nous écrit de Vanves. Aurélien vit justement dans un studio à Paris qu'il loue 4 jours par semaine pour son travail. Sa femme et ses enfants vivent, eux, en Normandie. Il les rejoint le vendredi et le week-end. Et il vous demande s'il peut déduire une partie de ses frais à Paris à titre de frais professionnels. Alors effectivement, c'est possible, c'est encadré, mais c'est possible. C'est ce qu'on appelle des frais de double résidence. C'est-à-dire que vous avez une partie de votre famille qui vit dans une région ou dans une ville, et vous, professionnellement, vous êtes amené à vivre ailleurs, parce que, en fait, votre conjoint a été muté, ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui avez été muté, parce que votre famille, vos enfants sont basés à tel endroit, et que vous avez un métier bien spécifique, ou alors parce que vous avez une mission. Il existe tout un tas de cas où vous êtes amené à ne plus vivre dans ce qu'on appelle le domicile familial. Là, le fisc admet effectivement de déduire ces frais supplémentaires. Il faut pouvoir les justifier. Il faut que la situation soit subie et non pas choisie. Il faut qu'elle soit liée à des contraintes inhérentes à votre emploi. Donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. La règle, elle est assez similaire finalement dans un cas, et ça permet d'élargir cette question, à ceux qui vivent loin de leur domicile. Mais cette fois, éventuellement, les deux vivent loin de leur domicile, vivent loin de leur lieu de travail, pardon. Leur domicile est loin de leur lieu de travail. On sait que le fisc, aujourd'hui, accepte la prise en compte des frais de déplacement dans la limite de 40 km aller.
Mais elle va dire, oui, mais si vous habitez un peu plus loin, ça peut se comprendre notamment en région parisienne, hein, où les gens peuvent habiter en lointaine banlieue. Et là, éventuellement, on va accepter aussi vos frais de déplacement parce que vous n'avez pas réussi à trouver de logement dans vos budgets là-bas, ou alors l'état de santé d'un proche fait qu'il faut que vous habitiez un peu loin. Enfin voilà, il y a tout un tas de justificatifs qui vous permettront quand même de déduire vos frais. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, beaucoup de réponses aux nombreuses questions de nos téléspectateurs. On vous remercie. On vous retrouvera bientôt, bien sûr, sur BFM Business. Dans 15 jours. Dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, c'est vacances. Vous serez où ? Je serai à la montagne. Ah ah, Vénard. Bon, vous avez de la chance, il y a beaucoup de neige cette année. Rédacteur en chef du magazine Le Particulier, Frédéric Durand-Bazin. Profitez bien et à bientôt Frédéric. Merci, au revoir. Le CAC 40 gagne 1,3%, on est à 3758 points.